Bonjour à tous. On passe maintenant à des cas cliniques très intéressants. On a reçu en consultation capillaire avec professeur Mziane. Je commence par le premier cas clinique. Il s'agit d'une patiente âgée de 18 ans qui a comme antécédent une urticaire chronique et qui consulte pour une chute de cheveux évoluant depuis l'âge de 8 ans. À l'examen clinique, on retrouve un recul de la ligne d'implantation capillaire sur tout le pourtour, donnant l'aspect d'une alopécie en clown. Au niveau frontal, le recul était de 5,5 cm et au niveau temporal de 3 cm. La lisière occipitale était également atteinte avec le signe du cheveu solitaire. Le signe de traction était négatif. La patiente présentait aussi une dépilation partielle des sourcils. Par ailleurs, on ne retrouvait pas d'autres atteintes cutanées, ni d'atteinte inguéale ou génitale. Et il n'y avait pas de notion de recours à des pratiques de coiffure pouvant causer une alopécie de traction. Sur le plan dermoscopique, on retrouvait une hyperkératose périfolliculaire, un seul poil par orifice, avec présence de poils multidirectionnels au niveau des sourcils. Devant ce tableau, nous avons évoqué une alopécie frontale fibrosante en premier, vu le recul de la lisière et l'hyperkératose périfolliculaire. Mais vu la rareté de l'alopécie frontale fibrosante chez les enfants, le diagnostic peut être difficile et prêt à confusion avec un syndrome de Graham-Little-Picardie-La Sueur qui survient chez les sujets plus jeunes, sauf que la patiente ne présentait pas d'alopécie axillaire ou génitale, ni des lésions de lichen plan folliculaire du tronc ou des extrémités. On a également pensé à une pelade, vu l'âge jeune et l'atteinte occipitale, comme chez cette patiente, ou encore une alopécie de traction qu'on observe souvent chez les enfants et dans laquelle on retrouve aussi une hyperkératose périfolliculaire. Nous avons réalisé une biopsie cutanée objectivant un infiltrat inflammatoire et une fibrose péripillaire qui était compatible avec une alopécie frontale fibrosante. Et vu la complexité et difficulté du traitement de l'alopécie frontale fibrosante, il est toujours souhaitable de combiner plusieurs traitements. Et la patiente a été mise initialement sous cycline et dermocorticoïdes de classe très forte. Ensuite, on a essayé chez elle la cortico par voie intramusculaire, puis intralésionnelle. Ceci toujours en association avec le minoxidil et le tacrolimus pour les sourcils. Après un an de traitement, nous avons pu récupérer 3 cm au niveau frontal et stabiliser l'alopécie au niveau temporal et occipital. En dermoscopie, on avait une régression des signes péripillaires. L'alopécie frontale fibrosante est une forme particulière du lichen plan pilaire qui a été décrite initialement en 1994 chez les femmes ménopausées. Actuellement, il est décrit de plus en plus chez les femmes avant la ménopause et des cas rares sont rapportés également chez les hommes et les enfants. Cliniquement, on a un recul de la lisière frontotemporale et parfois même occipitale. Elle est souvent associée à une alopécie des sourcils et on peut trouver également d'autres signes comme une dépression de la veine frontale, une atteinte des cils, des poils du visage, des poils du reste du corps ou bien des points rouges folliculaires. 4 cas d'alopécie frontale fibrosante pédiatrique ont été décrits auparavant dans la littérature avec un âge de survenue de 5 et de 16 ans. Le premier cas a été décrit chez une adolescente qui présentait une forme linéaire de grade 1. Elle a été traitée par dermocorticoïdes et minoxidil de 5% et l'évolution était marquée par une amélioration modérée. Ensuite, 2 autres cas ont été décrits chez 2 jumelles qui présentaient une alopécie frontale fibrosante en pseudococarpe de grade 3 et elles ont été traitées par cortico en intralésionnel. Et le dernier cas a été décrit chez une petite fille de 5 ans qui a reçu un bolus de cortico par voie orale avec bonne évolution. L'étiologie de l'alopécie frontale fibrosante demeure inconnue et le facteur hormonal est le facteur le plus souvent incriminé vu la survenue après la ménopause et l'efficacité des anti-androgènes. Cependant, la survenue chez l'enfant est contre cette hypothèse et on pourrait évoquer le rôle des facteurs génétiques même si ça n'a pas encore été démontré. Mais une relation familiale a été observée dans certaines séries avec des antécédents familiaux de la maladie chez environ 8% des cas publiés. Et dans une série de cas, 4 familles sont touchées par l'alopécie frontale fibrosante, incluant 8 cas de mères et de filles atteintes d'alopécie frontale fibrosante. Toutes les mères ont été diagnostiquées en post-ménopause et toutes les filles avaient développé la maladie avant la ménopause avec un âge entre 33 et 47 ans. À noter que la maman de notre patient n'avait pas d'alopécie frontale fibrosante. Les antécédents familiaux de la maladie peuvent être associés à une apparition plus précoce de l'alopécie frontale fibrosante. L'origine auto-immune est également incriminée devant l'association de l'alopécie frontale fibrosante à d'autres maladies auto-immunes comme le vitiligo ou bien des thyroïdites auto-immunes. Comme on l'a déjà dit, l'alopécie frontale fibrosante est une alopécie cicatricielle décrite essentiellement chez les femmes ménopausées.
Les formes pédiatriques restent exceptionnelles, suggérant le rôle d'une composante génétique ou de l'origine auto-immune de cette pathologie. Je vous remercie. Bonjour à tous, permettez-moi de vous présenter un cas clinique de notre service. Nous avons reçu un adolescent de 15 ans, sans antécédents, ayant comme principal motif de consultation une alopécie évoluant depuis 9 ans. À savoir qu'avant d'arriver chez nous, il avait déjà été traité comme pelade, sans grande amélioration, et la maman rapportait à l'interrogatoire que la plaque avait commencé au niveau occipital. À l'examen clinique, le patient présentait au niveau du cuir chevelu une alopécie quasi totale, avec persistance de quelques poils clairsemés. Nous avons trouvé également de fines squames blanches. Sur cette photo, on voit qu'il présentait en plus un érythème et de nombreux comédons. Le signe de traction était négatif et le patient n'avait pas d'atteinte de sourcils. Le reste de l'examen révèle une dépilation totale des plis axillaires, avec à ce niveau-là, en plus de l'érythème, des squames et des comédons, une peau très infiltrée. Présentait également une dépilation pubienne, et enfin au niveau des membres inférieurs et des fesses, un discret érythème surmonté de fines squames blanches à renforcement folliculaire. Par ailleurs, le patient n'avait pas d'atteinte inguéale ni d'adénopathie cliniquement décelable. L'examen dermoscopique a retrouvé un fond érythémateux, de nombreux bouchons cornés, des points jaunes, un halo rose orangé périfolliculaire, un halo hyperpigmenté périfolliculaire, des squames blanches et des zones d'alopécie cicatricielle. Devant ce tableau clinique, nous avons évoqué en premier lieu un mycosis fongoïde folliculotrope, puis un syndrome de Graham-Little-Picardie-Lassuer et un lupus comédonien. L'examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic de mycosis fongoïde folliculotrope. On voit sur cette coupe histologique l'épidermotropisme indiqué par la flèche bleue, l'hyperkératose orthokératosique indiquée par la flèche jaune et l'infiltration lymphocytaire périfolliculaire indiquée par la flèche rouge. L'histologie n'a pas mis en évidence de dépôt de mucine et l'étude immunohistochimique a trouvé un profil CD3+, CD4+, et CD7-. Avant de passer à la discussion, je précise que nous avons réalisé un bilan d'extension complet chez ce patient qui n'a révélé aucune atteinte d'organes. Donc le patient a été classé T1B, N0, M0, soit un stade 1A. Et bien que ce soit de bons pronostics dans le MF classique, mais dans le MF folliculotrope, dès qu'on est devant des plaques infiltrées, il s'agit déjà là d'une forme avancée corrélée à un pronostic plus réservé. Sur le plan thérapeutique, il a été mis initialement sous puvathérapie pendant 3 mois et devant la non-amélioration, nous avons mis le malade sous méthotrexate et on le revoit en consultation. Le mycosis fongoïde est un lymphome cutané primitif à cellules T. Bien qu'il soit principalement l'apanage de l'adulte, notamment après l'âge de 50 ans, il est possible de le voir dans les populations pédiatriques et même que les études récentes montrent une augmentation de l'incidence dans cette dernière, jusqu'à 9% au Brésil et 16% au Koweït. Contrairement à ce qu'on croyait avant, le mycosis fongoïde folliculaire est considéré actuellement comme la deuxième forme la plus représentée dans la population pédiatrique, après la forme hypopigmentée. Une étude prospective menée par Odak et collaborateurs qui ont colligé 50 patients ayant un âge moyen de 11 ans, ils ont trouvé que la forme hypopigmentée était la plus fréquente dans 58% des cas, suivie de la forme folliculaire dans 36% des cas. Malheureusement, le MF folliculotrope juvénile est rarement diagnostiqué à un stade précoce et ce délai diagnostique peut aller jusqu'à 14 ans selon une étude américaine menée sur 34 cas de MF juvénile. Ceci est principalement dû au polymorphisme clinique associant à degrés variables les signes suivants. Le patient peut présenter des plaques infiltrées avec une discrète dépilation qui passe souvent inaperçue au stade débutant, l'infiltration qui peut manquer, on peut avoir un aspect de kératose pilaire simple ou siégeant sur un fond érythémateux, on peut avoir des plaques alopéciques isolées mimant une pelade, ou elles peuvent être hypopigmentées. Les bouchons cornés ont fréquemment été rapportés, mais dans les plus larges cohortes de MF juvénile, aucun malade ne présentait de comédon. Et cette présentation est considérée rarissime chez les enfants comparée aux adultes, chez qui cet aspect est intimement lié au caractère folliculotrope. Nous ignorons si cet aspect comédonien retrouvé chez notre patient était dû à l'énorme retard diagnostique ou s'il s'agit là d'une présentation exceptionnelle. Et enfin, on peut bien sûr avoir la coexistence d'une forme folliculaire avec une forme hypopigmentée et ou psoriasiforme, et ceci doit nous faire évoquer rapidement le diagnostic de mycosis fongoïde. Ici, nous avons un cas de littérature d'un mycosis fongoïde folliculotrope chez un nourrisson, se présentant sous forme d'une plaque alopécique érythématosquameuse infiltrée surmontée de nodules. Les études s'étant intéressées à la dermoscopie du mycosis fongoïde folliculotrope n'ont pas souligné la différence entre la forme juvénile et adulte, et les aspects suivants ont été décrits chez l'adulte. On peut observer une dilatation des orifices pilaires due à l'infiltrat lymphocytaire, un halo rose-orangé périfolliculaire, un fond jaune, un halo hyperpigmenté périfolliculaire, des globules blancs, une zone blanche sans structure, et enfin des vaisseaux fins linéaires et courts. Voici des images de la littérature montrant les orifices pilaires rouges et dilatés, un halo rose-orangé périfolliculaire,
et les orifices pilaires rouges avec des bouchons cornés. À l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus concernant le volet thérapeutique. On citera les moyens thérapeutiques les plus communément utilisés. D'abord, la puvathérapie qui constitue la photothérapie de choix, voire même le traitement de choix dans la prise en charge du mycosis fongoïde folliculotrope. La balnéopuvathérapie étant toujours préférable à la voie systémique à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire. À la puva, on peut associer les différents traitements, les plus utilisés étant les UVB, les dermocorticoïdes, les inhibiteurs de la calcineurie, les rétinoïdes systémiques ou locaux, avec en chef de file le bexarotène. Le choix se fait au cas par cas en prenant en considération la profondeur de l'infiltrat, la surface cutanée atteinte et bien sûr la disponibilité du traitement. La plupart des équipes commencent par la PUVA seule et en cas de réponse incomplète, ils ajoutent les UVB ou le bexarotène. Pour les cas réfractaires ou rapidement évolutifs, la chimiothérapie est préconisée, mais ces malades répondent mal aux chimiothérapies conventionnelles telles que le protocole CHOP, la doxorubicine, la gemcitabine. En revanche, les rémissions partielles ou complètes ont été décrites avec l'alentuzumab. À l'extrême, une greffe allogénique des cellules souches peut être proposée. Je vais conclure en disant que le MF folliculotrope est l'une des formes les plus fréquentes chez l'enfant. Sa clinique est très polymorphe et peut prêter à confusion avec plusieurs dermatoses inflammatoires pédiatriques, d'où le retard diagnostique. Mais il faut qu'on y pense plus souvent car la précocité du diagnostic conditionne le pronostic. Ces malades doivent bien sûr être suivis à vie, même après la rémission complète, à la fois pour dépister les récidives, mais aussi les complications dues au traitement utilisé. Et je vous remercie pour votre... Donc, nous avons reçu une femme âgée de 65 ans, ayant comme antécédent une hypertension sous traitement, une maladie de Birmer sous hydroxocobalamine. La patiente présentait 3 plaques hyperpigmentées, infiltrées et prurigineuses, localisées au niveau occipital, axillaire droit et au niveau de la face interne de la cuisse droite, évoluant depuis 3 mois, et pour lesquelles elle a consulté à maintes reprises et reçu divers traitements topiques, mais sans amélioration. L'examen du cuir chevelu trouve une diminution de la densité capillaire, et sinon, l'ensemble de l'examen somatique était sans anomalie. Nous avons réalisé une dermoscopie initiale, donc au niveau de la plaque occipitale, qui montre une hyperpigmentation centrale reposant sur un fond érythémateux, une hyperkératose périfolliculaire, des vaisseaux en point avec la présence d'un poil par orifice. Donc, devant le contexte clinique et évolutif des lésions, nous avons évoqué en premier lieu un mycosis fongoïde classique dans sa forme folliculotrope, un lichen plan pilaire, un psoriasis, une sarcoïdose ou encore un eczéma. On a réalisé une biopsie cutanée au niveau de la plaque occipitale avec un examen anatomopathologique. Donc, l'histologie de la lésion a montré un infiltrat lymphocytaire important autour du poil, avec la présence de lymphocytes atypiques. L'épiderme n'était pas infiltré et il n'y avait pas d'envahissement de la lame basale. Le diagnostic de mycosis fongoïde folliculotrope a été suspecté cliniquement et retenu devant les critères histopathologiques. On a complété par un bilan d'extension qui était sans anomalie et on a classé donc, le mycosis fongoïde folliculotrope au stade 1A, T1B, N0, M0. Donc, la patiente a été mise sous dermocorticoïdes classe très forte associée au méthotrexate et les plaques avaient complètement disparu au bout du 3e mois du traitement. Donc, le mycosis fongoïde folliculotrope est une variante clinique rare du mycosis fongoïde, caractérisée par un tropisme pilaire des cellules tumorales, qui peut être associé ou non à une mucinose folliculaire. Son incidence est rare et constitue 5% de tous les lymphomes cutanés apparaissant le plus souvent chez les patients de plus de 50 ans, avec une légère prédominance masculine. Bien que la survie globale varie en fonction du stade de la maladie, le pronostic du mycosis fongoïde folliculotrope est généralement mauvais et il est fortement lié au délai diagnostique. Le mycosis fongoïde folliculotrope peut se présenter cliniquement sous plusieurs formes. Il peut s'agir de plaques infiltrées, de papules ou nodules, avec ou sans alopécie ou de pustules en présence de mucine. On peut trouver aussi une acné comédonienne ou inflammatoire de topographie inhabituelle, mais aussi une hyperkératose folliculaire spinulosique. Ce polymorphisme clinique fait du MF et de sa variante folliculotrope de grands simulateurs. Concernant la dermoscopie, donc elle s'est révélée utile pour aider au diagnostic du mycosis fongoïde folliculotrope. Donc, ainsi, les patrons dermoscopiques du mycosis fongoïde folliculotrope les plus fréquemment décrits sont les vaisseaux en point, la présence de cheveux dystrophiques ou duveteux, la présence d'un poil par orifice,
des vaisseaux en spermatozoïdes-like, sans oublier l'aspect de pseudocomédons, les zones jaunes orangées ou encore l'hyperkératose périfolliculaire retrouvée chez notre patiente. La profondeur de l'infiltrat rend cette forme de mycosis fongoïde moins sensible aux traitements locaux et peut aggraver donc le pronostic. Donc, il n'existe pas de consensus actuellement concernant la thérapeutique. Néanmoins, donc, il existe donc, plusieurs alternatives. En première intention, donc, on a un traitement local qui est recommandé dans les formes précoces et qui sont de bons pronostics. On a la pivathérapie qui peut être seule ou en association aux UVB, aux dermocorticoïdes ou encore les rétinoïdes. Et en cas de résistance ou dans les formes d'emblée évolutives, un traitement systémique s'impose. Pour conclure, donc, le mycosis fongoïde folliculotrope constitue une forme rare et agressive du mycosis fongoïde. Il est de pronostic moins favorable dû en partie à l'infiltration profonde, la mauvaise réponse au traitement topique, son diagnostic tardif en raison de son grand polymorphisme clinique, faisant de lui un grand simulateur. Ainsi, il faut penser au mycosis fongoïde devant toute plaque infiltrée au niveau du cuir chevelu et chercher l'atteinte capillaire devant tout mycosis fongoïde. Une biopsie avec une étude anatomopathologique est utile pour confirmer le diagnostic, surtout à un stade précoce, car le risque de rechute demeure important, surtout dans les formes tardives, nécessitant ainsi un suivi à vie. Bonjour, donc j'enchaîne avec deux autres cas cliniques sur le lichen de la barbe. Donc pour le premier patient, il s'agit d'un patient âgé de 51 ans qui a comme antécédents familiaux une pelade chez sa fille et qui consulte pour des plaques alopéciques de la barbe évoluant depuis 2 ans. Donc à l'examen clinique, le patient présentait 3 plaques alopéciques au niveau de la barbe avec des squames visibles cliniquement et au niveau d'une des plaques. Donc en dermoscopie, on retrouvait de l'hyperkératose et de l'érythème péripilaire important avec présence de gaines coulissantes. Pour le deuxième patient, il était âgé de 36 ans, donc il avait des antécédents psychiatriques et il consulte pour une plaque alopécique de la barbe. Donc il présentait également une plaque alopécique avec hyperkératose et érythème péripilaire plus discret. À noter que le patient rapporte également une notion de traumatisme au niveau de la plaque. Donc devant ces deux tableaux cliniques, on a évoqué d'abord un lichen planpilaire, une pelade de la barbe, une trichotinomanie ou bien une teigne. Donc une biopsie cutanée a été réalisée chez les deux patients et a objectivé un infiltrat inflammatoire ainsi qu'une fibrose importante compatible avec un lichen planpilaire au stade cicatriciel. Donc les deux patients ont été mis sous dermocorticoïdes de classe très forte associés au minoxidil. Donc ces deux patients ont été vus récemment et l'évolution n'a pas encore été évaluée. Donc les causes, la pilosité faciale masculine varie d'une ethnie à l'autre et joue un rôle important dans l'individualisme et la masculinité de l'homme. L'importance sociale et individuelle de la barbe masculine peut être compromise par une alopécie. Les causes sont multiples et peuvent être auto-immunes, inflammatoires, traumatiques, infectieuses ou autres. Le diagnostic et la prise en charge précoce de l'alopécie de la barbe permet d'atténuer la perte des poils du visage, potentiellement préjudiciable sur le plan psychologique. Donc, une des principales causes d'alopécie de la barbe est la pelade, et cette localisation est retrouvée chez 28% des patients atteints de cette affection, avec un âge moyen de survenue estimé entre 30 et 40 ans. Sur le plan dermoscopique, les signes retrouvés sont similaires à ceux retrouvés au niveau du cuir chevelu, à savoir des points noirs, des points jaunes, des cheveux en tulipe, des poils coudés, et on peut retrouver également des signes péripilaires. Ensuite, on a les causes inflammatoires comme le lichen pilaire dans l'alopécie frontale fibrosante qui touche essentiellement les faces latérales des joues. En dermoscopie, on retrouve de l'érythème et des squames péripilaires, des gaines coulissantes. On a la disparition des orifices folliculaires vu le caractère cicatriciel de cette alopécie. Ensuite, la dermite séboréique et la folliculite calvante peuvent également être responsables d'alopécie de la barbe. Puis il y a les causes traumatiques comme la trichotillomanie qui correspond à un arrachage compulsif des poils avec présence en dermoscopie d'hémorragie péripilaire ou encore une alopécie de traction de la barbe due à des habitudes de coiffage traumatisantes avec traction excessive pouvant entraîner à la fois une alopécie réversible ou une alopécie cicatricielle irréversible. Donc l'alopécie de la barbe peut être également d'origine infectieuse, due au staphylocoque ou à l'herpès, ou secondaire à une teigne ou bien la syphilis secondaire. Dans les causes médicamenteuses, on retrouve la chimiothérapie, les antirétroviraux, les antiparkinsoniens, les injections d'acide désoxycholique utilisées pour le traitement du double menton, ou bien l'ocrelizumab qui est un anti-CD20. Le mycosis fongoïde est une cause rare de l'alopécie de la barbe, mais qu'il faut connaître, et dans une étude qui a inclus 1550 patients atteints de MF et syndrome césarien, 3 patients présentaient une alopécie de la barbe.
En conclusion, on retient que les étiologies des alopécies de la barbe sont multiples et que le retentissement psychosocial négatif de ces affections chez les hommes devrait inciter à un diagnostic et à un traitement précoce et précis. Je vous remercie. Donc, permettez-moi d'enchaîner avec ma présentation sur le spectre phénotypique de la folliculite décalvante et lichen plombilaire. Donc, comme on a vu ce matin, ces deux pathologies sont classées dans deux entités distinctes, mais elles sont récemment associées dans un spectre phénotypique dans lequel elles surviennent soit simultanément ou dans une présentation biphasique, au même endroit ou dans des zones différentes du cuir chevelu. Nous rapportons 3 cas de ce spectre phénotypique. Donc, notre première patiente, elle est âgée de 42 ans, suivie depuis 10 ans pour alopécie cicatricielle de vertex, avec depuis 1 an un prurit de la lisière frontale du cuir chevelu. Elle présente à l'examen clinique 2 plaques alopéciques au niveau du vertex kéloïdienne, avec en trichoscopie des cheveux en touffe, des croûtes hémorragiques, pustules et aussi des vaisseaux dilatés. Elle présente aussi un recul de la lisière frontale, avec en trichoscopie de l'hyperkératose périfolliculaire avec de l'érythème, des points jaunes et des zones rouges laiteux et des gains coulissantes. La biopsie de vertex a objectivé un infiltrat nétrophilique avec des pustules, l'exocytose plasmocytaire avec une fibrose dermique, et la biopsie de la lisière frontale a objectivé un infiltrat lymphocytaire avec de l'hyperkératose périfolliculaire et une fibrose. Le diagnostic de spectre phénotypique lichen et folliculite a été retenu, et la patiente a bénéficié d'un bilan métabolique et bilan à la recherche des pathologies associées qui est revenu sans anomalie. Elle a été mise sous isotrétinoïne avec des injections intralésionnelles de corticoïdes, tacrolimus et l'acide suicidique entopique. On a eu la stabilisation de la FF, la folliculite décalvante, pendant 1 année, puis apparition de quelques pustules qui ont nécessité l'adjonction d'azithromycine pour obtenir une rémission. La deuxième patiente, elle est âgée de 37 ans. Elle présente depuis 3 ans des squames et des pustules qui ont précédé une chute de cheveux importante. La patiente a reçu de l'antibiothérapie par voie orale avec une légère amélioration et elle présente depuis 1 an une alopécie cicatricielle avec des pustules, des croûtes hémorragiques, un érythème périfolliculaire et des squames. Elle a été diagnostiquée comme portant d'une folliculite décalvante et elle a reçu plusieurs antibiothérapies et ainsi une corticothérapie par voie orale. Néanmoins, ces symptômes ont continué à progresser. En trichoscopie, on trouve de gains coulissants, de l'hyperkératose périfolliculaire, de l'érythème, des zones jaunes laiteux, des pustules, des cheveux en touffe et des vaisseaux dilatés. Et aussi, on trouve des spicules au niveau des orifices pilaires. La biopsie du bord de la lésion a objectivé un infiltrat nétrophilique avec de l'hyperkératose et la biopsie du centre a montré un infiltrat lymphocytaire avec destruction des follicules pileux. Donc, le diagnostic de spectre phénotypique a été retenu et la patiente a initié d'un bilan qui est revenu normal. Elle a été mise sous hydroxychloroquine avec doxycycline, l'acide suicidique et clobétasol entopique, avec refus de prendre l'isotrétinoïne et les injections intralésionnelles de cortico et très mauvaise observance thérapeutique. Troisième patient, c'est un patient âgé de 20 ans qui est suivi depuis 8 mois pour lichen pilaire sous bolus mensuelle de cortico, qui consulte pour ses plaques alopéciques au niveau du vertex avec des croûtes de pustules. En trichoscopie, on trouve des zones jaunes laiteux, de l'hyperkératose périfolliculaire, des gains coulissantes et ainsi des croûtes et pustules et cheveux en touffe. Le diagnostic de spectre phénotypique folliculite et lichen a été posé par l'histologie. Le bilan était normal et le patient a été mis sous diprostane injectable intramusculaire, doxycycline et l'acide suicidique entopique. Et voici l'évolution après 8 mois de traitement. Donc, comme discussion, ces deux entités qui sont classées en alopécie cicatricielle distincte sont récemment, en 2020, elles ont été identifiées par Yip et ses collaborateurs comme un spectre phénotypique de la folliculite décalvante et du lichen plombilaire, mettant comme physiopathe une réponse inflammatoire anormale du follicule pilé due à une dysbiose de microbiome. 9 publications ont été rapportées dans la littérature, dont 39 cas, dont 3 cas sont l'association de follicules décalvantes avec l'AFF. Ce spectre, c'est une combinaison des caractéristiques biphasiques, cliniques et trichoscopiques des deux pathologies, d'où l'importance de l'histologie dans la détermination de l'infiltrat cellulaire prédominante afin de choisir le traitement le plus adapté. Donc, cliniquement, on aura les signes des folliculites décalvantes et de lichen plombilaire, à savoir de plaques alopéciques au niveau du vertex et parfois recul de la lisière frontale, de l'hyperkératose, de l'érythème, croûte, cheveux en touffe, des pustules.
Un prélèvement bactérieux a été réalisé par certaines études pour mettre en faveur le rôle de Staphylococcus aureus dans la pathogénie. Et en histologie, on trouve une polytrichie, un filtrat neutrophilique et un filtrat lymphocytaire ainsi qu'une fibrose. Le traitement se base à l'association d'un antibiotique, à savoir rifampicine, clindamycine, ou cycline, cotrimoxazole et l'acide suicidique, un agent anti-inflammatoire ou immunosuppresseur, notamment la corticothérapie ou l'isotrétonéine. Et le laser excimer a été utilisé dans un cas. En ce qui concerne l'association de AFF avec folliculite de Calvon, 3 cas ont été rapportés dans la littérature, dont 2 patients de phototype 2 et une autre patiente qui est de phototype 5. L'association était concomitante comme le cas de Yip et ses collaborateurs et avec des séquentiels pour les 2 autres cas. Avec les signes cliniques et histologiques de l'AFF et folliculite de Calvon, le traitement a consisté sur l'antibiothérapie pour le premier cas, dermocorticoïde pour le deuxième cas, et pour notre cas, c'est l'association d'isotrétonéine, corticothérapie intralésionnelle avec l'antibiothérapie locale. Donc, ce spectre phénotypique, c'est une combinaison des caractéristiques cliniques et histologiques de la folliculite de Calvon et de lichen plombilaire. Le diagnostic précoce est obligatoire pour une prise en charge adéquate basée sur l'association des anti-inflammatoires et les antibiotiques. L'émergence des nouvelles variantes au sein de ce spectre, comme l'apparition de l'association de la folliculite de Calvon avec l'AFF, souligne l'importance de rapporter d'autres séries de cas dans la littérature pour mieux caractériser ce spectre phénotypique. Et merci pour votre attention. Salam alaikum. Donc, permettez-moi d'enchaîner avec le dernier cas clinique de la séance des cas cliniques. Il s'agit d'une patiente qui est suivie chez nous au service de dermatologie. Donc, c'est une patiente âgée de 22 ans, sans antécédent, qui s'était présentée chez nous pour une plaque alopécique du cuir chevelu, légèrement érythémateuse, indolore, d'évolution lente et progressive. Donc, par ailleurs, la patiente présentait au niveau du reste du tégument des plaques légèrement pigmentées, déprimées, avec un aspect de lipoatrophie au niveau des cuisses, de l'hypogastre, au niveau du bras, de la région temporale et du bas du dos. Donc, par ailleurs, il n'y avait pas d'atteinte ganglionnaire et le tout évoluant dans un contexte de conservation de l'état général. Donc, devant ce tableau clinique, une biopsie cutanée plus une IFD a été réalisée, objectivant une dermatite d'interface, une mucinose dermique, un épiderme atrophique et un infiltrat lymphocytaire lobulaire avec une IFD positive. Donc, notamment, on a noté la présence d'un dépôt d'IgG, d'IgM et de C3. Donc, le diagnostic d'une paniculite lupique a été retenu et un traitement par hydroxychloroquine 350 mg a été entamé. Donc, le traitement a été pris pendant une durée de 10 mois sans amélioration, mais par contre, on a eu une aggravation des lésions, d'où la décision de l'arrêt du traitement et de renouveler les biopsies. Donc, on a réalisé une nouvelle biopsie au niveau de la cuisse droite. Donc, il a objectivé un lymphome T paniculite. Donc, au niveau de l'anatomopathologie, on avait un infiltrat inflammatoire du derme moyen et profond, type lymphohistiocytaire, prévasculaire interstitiel, et un hypoderme siège d'une paniculite avec un infiltrat lymphomateux en nappe des cellules tumorales de taille moyenne et un noyau irrégulier qui cernait les adipocytes en chaînette. Donc, on avait l'aspect de rimming. Et à l'immunohistochimie, on avait un CD8 positif, CD4 négatif, CD3 positif, et CD56 négatif, et avec perforine et granzyme positif. Donc, de ce fait, le diagnostic d'un lymphome cutané type paniculite a été confirmé. Suite à quoi, un bilan d'extension a été réalisé. Donc, au niveau du PET scan, on a retrouvé des foyers hypermétaboliques sous-cutanés dans la paroi abdominale, les cuisses et la partie inférieure du dos. Donc, une biopsie ostéomédulaire et ganglionnaire a été réalisée qui sont revenues normales. Le bilan immunologique, par contre, a objectivé des anticorps antinucléaires positifs et anticorps anti-TNA positifs aussi. Et à l'hémogramme, on avait une anémie, une lymphopénie et une leucopénie. Sinon, le reste du bilan était correct. De ce fait, et en se basant sur le faisceau d'arguments cliniques, biologiques, histopathologiques et immunohistochimiques, le diagnostic d'un lymphome T de type paniculite associé à une paniculite lupique a été retenu. Donc, en concertation avec l'équipe d'hématologie, nous avons traité la patiente par corticoïde oral, notamment à une dose de 0,5 mg par kilo, ainsi qu'avec du minoxidil topique pour la plaque alopécique. Ceci dit, on avait eu une rémission partielle d'une année, puis on a objectivé une rechute chez la patiente, d'où le rajout du méthotrexate à raison de 25 mg par kilo. Après une stabilisation des lésions pendant plusieurs mois, la patiente s'est représentée au service pour une augmentation de la taille
de la lésion du cuir chevelu, donc atteignant un diamètre de 10 cm avec des poils juvéteux au niveau du centre et des ulcérations linéaires. Donc, on a refait une nouvelle biopsie cutanée avec immunohistochimie, donc au niveau du cuir chevelu, cette fois-ci, donc il a objectivé un lymphome T de type paniculite. Dermoscopiquement, donc, on a donc, de l'érythème, des ulcérations surmontées de croûtes hémorragiques, des vaisseaux linéaires irréguliers et des zones de fibrose. Par ailleurs, donc, sur le reste de tégument, la patiente ne gardait qu'une lipoatrophie cicatricielle au niveau du reste de tégument. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a refait la biopsie cutanée plus l'immunohistochimie revenant en faveur de lymphome T type paniculite. Donc, et ceci dit, donc on a continué le même traitement, notamment les corticoïdes oraux et le méthotrexate, donc 25 mg par semaine, et on a rajouté donc des injections intralésionnelles de corticoïdes. Après donc 5 mois de traitement, c'est-à-dire une injection par mois, donc 5 injections, donc on n'a pas eu de nette amélioration des lésions. On a eu une légère repousse, donc on a eu quelques poils juvéteux au niveau du centre de la lésion, sinon il n'y a pas eu d'amélioration. Donc en guise de discussion, donc le lymphome T sous-cutané de type paniculite, c'est un lymphome cutané primitif, rare, composé de lymphocytes T alpha-bêta cytotoxiques, donc CD8. Donc la distinction avec le lymphome T gamma-delta cutané primaire plus agressif a été établie donc, dans la révision de 2008 de l'OMS, donc des tumeurs et des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes. Donc le lymphome sous-cutané T de type paniculite est associé dans 20% des cas à des maladies auto-immunes, quand c'était le cas chez notre patiente. Donc l'incidence du lymphome T cutané type paniculite chez les patients atteints de lupus et l'incidence du lupus érythémateux chez les patients atteints de lymphome est plus élevée que dans la population générale. Donc, compte tenu de cette association, donc, certains chercheurs ont proposé que les deux entités relèvent du même spectre de la maladie. Donc, pour le lymphome T cutané type paniculite, le principal diagnostic différentiel, c'est la paniculite lupique, et l'âge moyen des patients atteints de lymphome T type paniculite était de 46 ans, et les femmes sont souvent touchées plus que les hommes. Donc, cliniquement, la maladie se caractérise donc, par le développement de nodules inflammatoires sous-cutanés, le plus souvent sur le tronc et les membres, accompagnés dans la majorité des cas de symptômes généraux tels que la fièvre, la perte de poids, sueur nocturne et fatigue. Ce n'était pas le cas chez notre patiente. Donc, la dissémination lymphomateuse vers les ganglions lymphatiques et d'autres organes est rare et survient généralement tardivement dans l'évolution clinique. Donc, la principale complication, c'est le syndrome hémophagocytaire et il indique généralement une évolution clinique défavorable et est la cause de décès chez la majorité des patients. Donc ici on a deux images donc, de plaques érythémateux au niveau du sein, donc une localisation fréquente du lymphome T paniculite et à ce niveau-là, donc au niveau des membres inférieurs, un nodule érythémateux du genou gauche, donc localisation fréquente du lymphome T type paniculite. Histologiquement, donc on a un infiltrat hypodermique sans atteinte dermique ou épidermique. On retrouve des lymphocytes atypiques de taille variable, petites, moyennes ou grandes, souvent associés à de nombreux macrophages. Et donc le signe caractéristique, c'est l'infiltrat entourant les lobules graisseux peu denses, polymorphodébeux, donnant un aspect histologique et d'une paniculite non spécifique. Et on peut avoir aussi des aspects de nécrose et de cytophagocytose parfois associés. Donc au niveau immunohistochimique, donc les lymphocytes atypiques présentent un phénotype de type lymphocyte T cytotoxique activé, avec une positivité donc, pour le CD8 dans la plupart des cas, mais on peut avoir des cas de CD4, des cas négatifs pour le CD4 et le CD8 aussi. Et on peut aussi avoir donc, des cas de CD4 positif et CD8 positif. Donc des protéines granulaires cytotoxiques telles que le TIA1 et le GMP17, la granzyme B et la perforine sont également exprimées. Donc ce qui indique les caractéristiques de lymphocyte T cytotoxique. Dans les cas atypiques, donc la typie cytomorphologique et l'immunophénotypage caractéristique suffisent pour le diagnostic. Cependant, la détection d'un réarrangement monoclonal donc du TCR peut confirmer le diagnostic. Donc maintenant, pour la différence entre le lymphome sous-cutané T type paniculite et la paniculite lupique, en fait la distinction entre le lymphome T sous-cutané et d'autres causes de paniculite comme le lupus est complexe et controversée, donc en raison de symptômes similaires. Des critères anatomopathologiques ont été proposés pour les différencier, notamment l'atteinte du derme superficiel, de l'hypoderme,
de l'épiderme plutôt, et l'existence de follicules lymphoïdes avec centres germinaux, un infiltracellulaire mixte, avec prédominance de plasmocytes, un réarrangement polyclonal, serait plus évocateur d'un lupus. Cependant, des similitudes moléculaires et phénotypiques ont également été observées entre ces deux affections, suggérant qu'elles pourraient faire partie d'un même spectre de lésions. Pour ce qui est du traitement maintenant, donc la chimiothérapie avec un ou plusieurs agents était la norme de traitement. Donc lorsque le lymphome T type paniculite et le lymphome T gamma delta cutané primaire étaient considérés comme la même maladie. Donc les différences de pronostic ont conduit à distinguer ces deux entités dans la révision de 2008 de l'OMS. Donc il n'existe actuellement aucune approche de traitement standard pour le lymphome sous-cutané T type paniculite. Des études ont montré que la plupart des cas répondent avec succès aux corticostéroïdes systémiques, aux agents immunosuppresseurs tels que l'étoposide, la cyclosporine A, le méthotrexate, le chlorambucil et le bexarotène. Donc, une chimiothérapie classique à base de doxorubicine peut être utilisée en cas de progression de la maladie. La radiothérapie peut conduire à des rémissions à long terme et peut être utilisée pour soulager les symptômes chez les patients atteints d'une maladie localisée. On peut aussi faire une greffe de cellules souches dans les cas réfractaires ou bien disséminées. Chez les patients présentant un syndrome d'hémophagocytaire, donc les corticostéroïdes à haute dose, avec la cyclosporine A, ou une greffe de cellules souches avec chimiothérapie sont des options possibles. Donc, en conclusion, donc ce cas rare de lymphome T type paniculite associé à une paniculite lupique nous rappelle l'importance de renouveler les biopsies chez les patients atteints de paniculite lupique, en particulier en l'absence de réponse thérapeutique. Et merci.